Bonjour à tous, bienvenue pour cette webconférence. Alors pour moi, c'est ma première webconférence, donc j'espère qu'au niveau technique, je vais y arriver, gérer le PowerPoint, les outils. Donc si jamais vous avez un souci, que vous ne m'entendez pas ou vous n'hésitez pas à me le dire ou si je ne parle pas assez fort. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis psychologue, je suis à la fois psychologue en libéral, où je vois autant des parents, des enfants, ça m'arrive d'avoir des aidants aussi en suivi, et je suis salariée également dans une association de prévention du bien vieillir. Et à côté, j'ai mené des groupes de parole et des permanences d'écoute téléphonique dans une association de parents et d'enfants handicapés. Donc la problématique des aidants est une problématique que je connais. J'ai vraiment recueilli durant ces années auprès de cette association beaucoup de témoignages de parents sur les difficultés. J'avais fait aussi également quelques enquêtes, des enquêtes sur le ressenti de la fratrie également. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse et j'espère que ce que je vous ai préparé va vous plaire et va vous parler. Alors, donc, maintenant, moment de vérité, il faut que je retrouve le PowerPoint. Alors. Donc, la conférence est oser prendre soin de soi et s'accorder du répit, comme vous le savez. Donc, on va aborder comment peut-on trouver du temps pour soi quand on est aidant. Qu'est-ce que le répit? Quelles sont les difficultés rencontrées? Comment mettre un temps en place de bienveillance envers soi-même? Voilà, c'est bon. Voilà, c'est mieux avec l'image. Donc, voilà les titres que je viens de vous dire avant. Donc, ce en quoi concerne la conférence. Et la première page, c'est le sommaire. Donc, on va aborder une partie un petit peu plus, on va dire, théorique sur ce que c'est le répit, quelles sont les difficultés rencontrées pour prendre du répit, donc à la fois les freins matériels, les freins psychologiques, les freins physiques. Je vais vous donner des outils pour comment mettre en place un temps de bienveillance envers soi-même. Et je vais vous parler d'idées de répit et notamment de relaxation et méditation. Et je vais vous proposer de faire quelques exercices. Alors, quand on fait échappe, on retrouve... Voilà, je vous retrouve en image. Donc, la première chose que je vais vous dire avant de commencer, c'est que j'ai modélisé et fait cette conférence tout en sachant que être parent d'enfants handicapés, il n'y a pas une situation qui ressemble à une autre. Donc, il y a certaines choses où vous allez peut-être vous reconnaître et d'autres non, parce qu'on peut être parent d'enfants handicapés en vivant en couple, on peut être parent d'enfants handicapés en étant divorcé, solo, on peut avoir un enfant en situation de handicap, on peut en avoir deux en situation de handicap, on peut avoir un enfant et d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. Enfin, tout ça, ça joue effectivement sur l'organisation familiale, sur votre vécu. Et puis après, j'ai oublié le type de handicap aussi, entre du polyhandicap, du handicap physique, la maladie mentale, l'autisme. Mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes types de contraintes, les mêmes types de soins. Et donc, tout ça, ça va jouer aussi sur les possibilités pour prendre du répit. Donc, je parle souvent de cas généraux, on va dire, mais je sais qu'il y a une multitude de situations, de manières de faire. Hein. Voilà. Donc, je retourne au PowerPoint. Ça va venir. Donc, je vais parler de la notion d'aidant d'abord et du droit au répit. Alors, d'abord, autour des aidants, il faut savoir que c'est un concept qui est assez récent dans le champ de la santé. Donc, a priori, en France, il y aurait plus de 8 millions d'aidants, tout confondus. Donc, c'est votre situation qui a fait émerger des questions de santé publique
par rapport à la reconnaissance déjà du statut d'aidant, l'impact de ce statut sur vos vies personnelles et professionnelles. Il y a la question de l'état de santé physique et psychique des aidants. Donc, la définition des aidants, comme vous le voyez et comme vous le savez, ce sont des personnes qui accompagnent au quotidien un proche dans l'une des situations suivantes: maladie chronique, handicap physique et mental et dépendance. Alors, de manière générale, donc être aidant, ça peut avoir un impact sur pas mal d'aspects de la vie quotidienne en fonction du temps passé dans son rôle d'aidant. Ce temps-là, il peut être très variable en fonction des situations, comme dit, de quelques heures par semaine à plusieurs heures par jour. Mais de manière générale, la question d'être aidant au quotidien, c'est est-ce qu'on peut poursuivre son activité professionnelle ou pas? Comment on peut préserver une partie de vie personnelle? Il y a la question que je viens de dire de manque de reconnaissance du statut, pas toujours assez de soutien. Il y a un épuisement constant physique et mental et forcément des conséquences sur le bien-être, la santé. Qu'est-ce le droit au répit? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ce terme, mais en tout cas, c'est le besoin légitime qui reconnaît à la personne en situation de handicap et à son entourage la possibilité de souffler moralement et physiquement. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans cette définition, c'est qu'il y a les deux aspects. Il y a à la fois pour le parent la possibilité de souffler et à la fois pour la personne en situation de handicap. Et en lisant cette définition, il m'est revenu une situation, enfin j'ai plein de situations qui me viennent en tête comme ça, mais d'enfants qui exprimaient dans une vidéo qui avait été diffusée pour une association, le besoin aussi que ce soit pas son parent qui s'occupe tout le temps de lui. Parce qu'avec l'adolescence, c'est se détacher de ses parents. Et certains enfants handicapés le disent qu'ils ont besoin plus d'air par rapport à la relation parent-enfant. Donc à la fois, là, dans cette définition, on a les deux. On a pour l'enfant et pour le parent la possibilité de vivre autre chose, de souffler. Une autre définition, un peu plus concise, c'est le besoin vital d'un temps à soi pour les familles d'enfants en situation de handicap. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite? Ça va? Ok. Donc, c'est de prendre du temps pour soi. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été reconnu. Alors, c'est très, très progressif. Je suis allée trop vite dans le PowerPoint. Cette reconnaissance. Donc, il y a eu un premier décret en 2004 sur l'organisation de l'accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services. En 2005, il y a eu l'instauration d'un droit au répit pour les proches aidants de personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance dans le cadre de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. En 2005, dans la loi, il y a stipulé ce à quoi vers quoi il faudrait tendre, mais sans en préciser les moyens ni comment. En 2006, il y a eu une conférence de la famille avec la création d'un congé de soutien familial et la création d'un carnet de l'aidant familial. Et une décision de développer l'accompagnement et de travailler plus étroitement avec les aidants familiaux. En 2007, il y a une charte européenne de l'aidant familial qui mentionne la nécessité du droit au répit. Bon, c'est déjà ça, mais il reste encore beaucoup de travail dans la reconnaissance du statut d'aidant. Donc, les effets positifs du répit, non, j'en suis pas là, c'est, vous vous en doutez, c'est pouvoir se reposer, souffler, être plus efficace après, préserver un peu sa vie personnelle, professionnelle, limiter les risques de conflit avec le proche qui est accompagné, prendre du recul par rapport à son rôle d'aidant, aider plus efficacement son enfant ou ses parents, son proche. Et c'est vraiment un temps de prévention contre l'usure. Et c'est vraiment aussi important si jamais il y a une structure familiale qui est en difficulté.
Après, ça permet aussi, quand on prend du temps pour soi, du répit, d'éviter le point de non-retour où l'aidant peut basculer dans un risque de maltraitance. Donc, ça évite aussi ça. Voilà, je me souviens comme ça d'un témoignage d'une mère qui se prenait enfin un temps pour elle et qui allait dans un magasin de vêtements et elle savait même plus quelle taille elle avait. Donc, il y a vraiment une nécessité à prendre du temps pour soi, pour ses besoins, pour après pouvoir être efficace avec son enfant. Alors, j'avais un petit article à vous lire qui a été rédigé par une aidante qui s'appelle Sandrine Damès, d'Aidant Attitude. Alors, elle disait, on compte sur vous, mais vous n'êtes pas un super-héros. Oui, oui, c'est tout à fait cela, on compte sur vous. Si vous n'étiez pas là, comment les choses se dérouleraient? Qui ferait les démarches pour obtenir les aides financières et matérielles? Comment s'organiserait la journée de l'aider? À qui il reviendrait de prendre les décisions? Mais n'oubliez pas, la solidarité, c'est un travail d'équipe. Une équipe dont nous venons d'établir la liste des membres. Vous n'êtes donc pas seul, mais bel et bien entouré. Ah, ce que vous l'aimez, votre aidé. Vous êtes adorable. Vous savez que ces journées sont difficiles. Alors vous voudriez qu'elles soient les plus douces possibles, qu'elles soient parfaites, que tous ces repères soient conservés. Vous voulez que ces journées soient lisses, ternes, banales. Attention, trop de perfection tue la vie. Un peu de fantaisie diantre. Vous en faites beaucoup pour votre aidé. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Balavoine avait raison de chanter « Je ne suis pas un héros ». Vous non plus, vous n'êtes pas un super-héros. Vraiment, le répit, je ne sais pas comment vous en avez entendu parler, comment vous en avez déjà discuté avec vos proches, avec les professionnels qui vous entourent. Mais en tout cas, c'est essentiel de trouver du temps pour soi, pour pouvoir assurer auprès de votre enfant, auprès de votre famille. Et ça concerne à la fois la mère de famille qui est obligée d'abandonner sa carrière, des familles qui ne partent plus jamais en vacances parce que c'est trop cher, trop compliqué, des couples qui ne se retrouvent plus à deux, mais ça concerne aussi un enfant, un frère, une sœur qui aimerait que ses parents assistent à son match de foot, ou un père qui ruine sa santé à force de ne jamais s'arrêter. Alors, j'ai complètement oublié au début de ce temps-là de vous proposer, en fait, de prendre un petit moment de gratitude envers vous-même pour vous remercier déjà d'être là, de prendre ce moment de répit pour vous, de prendre ce temps où vous réfléchissez à ce temps pour vous que vous vous accordez. Alors, c'est un petit peu au milieu du coup, mais je vous propose quand même quelques instants de gratitude envers vous-même, de prendre ce temps et de vous remercier d'être là pour vous. Voilà. Alors, juste pour moi, c'est très difficile parce que comme je suis sur le PowerPoint, je ne vois pas vos réactions. Je ne peux pas avoir le côté voilà, image. C'est l'un ou l'autre. Et donc, voilà. Je fais avec, je suis en aveugle, j'ai juste mon PowerPoint devant. Alors, on va parler donc des différents freins au répit et on va parler des freins matériels. Alors, la première chose, c'est le manque de temps, tout simplement, pour les parents qui travaillent, qui sont à temps plein, à temps partiel, ou simplement les parents qui sont à la maison, mais qui ont plusieurs enfants et qui sont pris dans l'organisation quotidienne de l'enfant en situation de handicap, mais également la gestion des frères et sœurs. Voilà, les parents qui sont aussi séparés, c'est aussi plus compliqué de prendre du répit quand on est seul avec son ou ses enfants. Les freins matériels, bon, ça concerne, est-ce que pour prendre un temps de répit, il y a possibilité d'avoir un moment sans son enfant? Est-ce que l'enfant est pris en charge ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité d'hébergement temporaire,
d'accueil temporaire? Est-ce qu'il y a possibilité d'une intervention à domicile comme mode de garde? Bon, en même temps, avoir un mode de garde en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire étant donné notre contexte sanitaire actuel. Donc déjà, dans le manque de temps, il y a la difficulté aussi de coordonner, mettre en place des solutions pour créer du répit. Il faut le trouver déjà ce temps. Et quand on est parent d'enfants en situation de handicap, il y a une fatigue constante, un épuisement. Donc déjà, il faut aller au-delà de cet épuisement pour pouvoir trouver du temps et mettre en place des solutions pour se trouver ce répit. Donc, c'est les premières choses qui font que c'est difficile. Après, il y a la question financière. Je sais qu'il y a des aides parfois, mais ça peut aussi jouer dans l'accès au répit. Alors, là, on va basculer dans une partie plus psychologique par rapport aux différents freins au répit. Donc, prendre ces moments de répit, c'est penser à soi, penser à ses envies, à ses désirs. C'est quelque part oublier pendant un temps votre enfant handicapé, votre enfant qui est malade, qui souffre. Et puis, c'est laisser de côté le sens de ce que fait l'aidant chaque jour pour son enfant. Donc, c'est des questions vraiment identitaires, des questions de culpabilité qui souffrent pour l'aidant. Et ça, tant que ce n'est pas dépassé, c'est aussi difficile de prendre soin de soi, d'avoir du temps pour soi. Alors, en fait, ça, je ne sais pas ce que vous en savez, mais je m'en mêle un peu. Dans bien des cas, donc, la vie se réorganise autour du handicap et le parent rompt avec toutes ses anciennes habitudes. Il y a aussi la perte du réseau professionnel. Des fois, les parents ne sortent plus parce que sortir chez des amis, c'est compliqué, il faut s'organiser, etc., aller à l'extérieur. Il y a souvent une perte du réseau amical et social, il y a la fatigue constante, il y a du rejet de la part de la famille, parfois, pas toujours, heureusement. Et tout ça, ça fait que le parent, il devient pleinement parent d'enfants handicapés. Il n'est plus juste homme, femme ayant des besoins. Il s'enferme dans ce rôle d'aidant. Et donc, il n'y a quasiment plus de plaisir individuel parce que les préoccupations personnelles, il y a une sorte d'autocensure. Il n'y a plus de place parce que tout est pris, tous les espaces psychiques sont pris par la question de l'enfant en situation de handicap, les soins, l'organisation. Donc, il n'y a plus du temps, il y a des fois même plus de temps pour les autres membres de la fratrie ou pour la vie de couple. C'est le parent devient aidant parent au quotidien. L'individu qui est en dessous, au fur et à mesure, il s'efface en n'étant plus qu'un aidant. Et donc, quelque part, prendre du répit, c'est laisser de côté cette identité de parent soigneur et être autre chose qu'un aidant. Et ça demande déjà un premier travail. Après, la deuxième chose, il y a la confiance à un tiers. Si vous vous trouvez un temps pour vous où votre enfant est avec quelqu'un d'autre, il faut avoir confiance dans ces personnes. Il faut accepter qu'un tiers rentre dans la sphère privée de son proche. Donc, non seulement le fait que le tiers rentre dans votre cercle privé, ça peut être vécu comme une contrainte désagréable, un intrus qui vient, mais ça implique surtout toute une dimension de lâcher prise et ça peut être très angoissant. Est-ce que cette personne fera aussi bien que vous? Est-ce que cette personne saura de quoi votre enfant a exactement besoin, dans quel ordre? Donc tout ça, ça implique beaucoup de lâcher prise. L'autre chose que je voulais vous dire, où je suis allée un petit peu trop vite, c'est que je compare aussi le fait de prendre ce temps de répit en tant que parent par rapport aux adultes qui peuvent venir en consultation me voir et qui font un burn-out. Ces gens-là, quand ils se retrouvent en arrêt de travail, à part dormir, ils ont tellement travaillé qu'ils ne savent même plus ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, c'est ça aussi. Une fois que vous avez dégagé ce temps-là pour vous, c'est mais qu'est-ce que je suis en dehors du statut d'aidant? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, c'est une difficulté supplémentaire. Et dans le cadre de parents qui ont arrêté leur activité professionnelle, c'est encore plus renforcé. Alors, par rapport à ce que je viens de vous présenter, je sais que vous êtes chacun
à un autre stade, ça vous parle d'une autre manière. Certains ont fait un travail par rapport à ces questions, pour d'autres, c'est plus compliqué en tout cas. Alors, il y a aussi la question donc de la culpabilité qui se greffe là-dessus, parce que c'est un sentiment qui est aussi très, très difficile d'être parent d'enfants handicapés. Il y a la notion de réparation par rapport à ce qu'endure son enfant. Donc déjà, la naissance d'un enfant entraîne déjà le deuil de l'enfant imaginaire. Donc la naissance d'un enfant en situation de handicap va rajouter un deuil supplémentaire de l'enfant valide. Et donc l'enfant en bonne santé, c'est un deuil et ça entraîne de la colère, de la culpabilité avant de pouvoir accepter cette situation. Et pour certains parents, quelque part, évacuer cette culpabilité, c'est être dans la réparation, d'endosser ce rôle de soignant à vie pour aider son enfant. Donc, se dégager de ce rôle de soignant, prendre du temps pour soi, c'est ouvrir de nouveau la porte à la culpabilité. Donc, il y a tout ce travail-là. Alors, ce que je peux vous dire, en tout cas, ce qui pourrait être, si vous êtes concerné par ces problématiques, allez faire quelques séances chez un thérapeute ou un psychologue. Ça peut être bien pour travailler ça. Rien que d'aller déjà chez un thérapeute ou un psychologue, c'est prendre un temps pour soi. C'est déjà ouvrir une fenêtre de répit. Et ça permet d'élaborer, prendre la distance par rapport à son rôle de parent aidant, de travailler cette culpabilité, réfléchir à comment trouver un temps pour soi. Et là, en ce moment, j'accompagne une aidante qui m'a donné l'autorisation de parler d'elle aujourd'hui. Alors, elle n'est pas aidante pour ses enfants, elle est aidante pour ses deux parents qui sont malades. Et ça fait déjà 1 an qu'on fait un travail ensemble sur justement quand est-ce qu'elle peut prendre des temps pour elle. Est-ce que là, elle peut laisser ses parents? Est-ce qu'elle a le droit à prendre un temps pour elle? Est-ce qu'elle en a besoin? Jusqu'où elle accompagne ses parents? Jusqu'où elle s'arrête? Voilà, et ça lui fait vraiment du bien d'élaborer régulièrement tout ça, vraiment un soutien, et ça permet aussi de légitimer quelque part le temps qu'elle prend pour elle, parce qu'elle l'a travaillé, elle l'a intellectualisé. Alors j'ai envie de vous dire également qu'on peut aller chez le psychologue régulièrement, toutes les semaines parce qu'on en a besoin, mais on peut très bien y aller 3 fois, 5 fois, et ça peut déjà aider et provoquer des choses. Et qu'aller chez un thérapeute, que ce soit psychologue ou autre thérapeute, c'est avant tout une rencontre. Il faut être à l'aise avec la personne, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui passe. Voilà, donc il faut essayer et trouver la personne qui vous convient. Et puis moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'on peut très bien se voir 3-4 fois et vous pouvez revenir dans 6 mois, dans 1 an ou au besoin. Donc écoutez-vous si jamais vous franchissez la porte d'un thérapeute et allez-y en fonction vraiment de vos besoins à vous. Voilà. Alors ça peut vous aider aussi par rapport à tout ce travail-là. Donc après, ça j'en ai déjà un petit peu parlé avant, il y a les freins physiques par rapport au répit. Parfois, en étant parent d'enfants handicapés, et je pense aussi aux enfants autistes qui se réveillent la nuit régulièrement, il y a un tel épuisement que finalement tous les actes de la vie quotidienne sont en mode pilotage automatique et il y a une espèce de spirale et il faut que tout tienne ensemble et le parent ne peut pas se permettre de lâcher la garde. Parce que lâcher la garde, prendre du temps pour soi, c'est prendre le risque que finalement les choses ne tiennent plus ensemble. Voilà un petit peu. Donc, il y a vraiment un travail à faire, un travail d'acceptation que vous avez, d'avoir le droit d'être fatigué et d'avoir le droit de prendre soin de soi. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Vous suivez? Oui, oui. J'espère que ça vous apporte quelques éléments. Alors, je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà entendu parler ou d'autres que vous savez intuitivement. Alors, on va passer à quelques outils vraiment pratiques pour mettre en place
des solutions de répit. Alors là, pareil, je vous ai fait une fiche que je transmettrai pour l'association, que vous pourrez revoir un petit peu plus tard. Les outils sont que des outils. Vous seul êtes l'expert de vous-même. Vous seul, vous allez savoir parmi les outils que je vais vous donner ce qui va vous être aidant, ce qui va vous parler. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'outils qui vont vous parler, mais peut-être que dans 6 mois, vous allez reprendre cette fiche ou peut-être revisionner cette conférence et vous allez vous dire, bah tiens, finalement, ça me parle aujourd'hui. Ou alors peut-être qu'un outil que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez l'imaginer, le transformer et en créer autre chose. Vous seul, encore une fois, être l'expert de vous-même et vous allez savoir ce qui vous parle. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec un cahier journal. Ça peut être intéressant de noter vos idées pour trouver des temps de répit. Parce que quand on prend des notes, mais tout le monde n'est pas à l'aise à l'écrit, ça doit vraiment être une démarche personnelle, et bien on peut écrire et puis quand on change d'idée, on peut revenir dessus, gribouiller, repasser. Ça permet de prendre la distance par rapport aux pensées, à la manière dont on vit les choses, de repasser par l'écrit. Et pour ceux qui n'aiment pas vraiment écrire, on peut aussi faire des dessins avec des bulles, avec juste des mots. Ça peut être une autre idée. Alors, un outil que j'aime bien, c'est essayer déjà de prendre du temps pour noter les heures passées avec son aidé, de réaliser tout le temps où vous êtes aidant. Déjà, ça permet de prendre de la distance et de vous rendre compte à quel point vous avez le droit à ce moment de répit, à ce temps pour vous. Donc, ça peut être une piste. Et justement, l'aidante que j'ai en suivi, là, elle a fait ce travail-là par rapport à ses parents et ça l'a aidée. Voilà. Ensuite, il y a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est avoir un temps de gratitude envers soi-même par rapport à tout ce que vous avez accompli. Le reconnaître, revenir là-dessus régulièrement de tout ce que vous faites pour votre enfant. Avoir un petit temps pour vous, faire quelques respirations et vous dire, poser peut-être votre main sur votre cœur, disant waouh, tout ce que je fais là, tout ce que je vais faire aujourd'hui, cette semaine, c'est bien. Et en même temps que vous avez ce temps de gratitude envers vous-même, vous pouvez très bien vous trouver un mantra, une phrase pour vous guider, que vous vous répétez tous les jours, disant chaque jour, j'essaye de faire au mieux pour mon enfant, ou pour être efficace, j'ai besoin de prendre soin de moi. Une petite phrase qui pourrait vous aider à la fois à tenir, à continuer le rythme et à la fois à trouver du temps pour vous. Si vous aimez ça, si c'est une idée qui vous dit, qui vous plaît, vous pouvez très bien écrire cette petite phrase sur un post-it et l'afficher à côté de votre table de nuit, devant votre bureau ou dans un endroit stratégique pour vous remonter le moral, pour vous aider, pour vous motiver. Ou alors, vous pouvez également écrire cette phrase dans le cahier et faire du doodling, la décorer, repasser sur les lettres pour vraiment vous imprégner de cette phrase. Là, je vous livre une boîte à idées, vraiment, et donc c'est à vous de voir ce qui peut vous plaire. Vous pouvez aussi, dans ce temps de gratitude envers vous-même, dans le cahier, écrire chaque jour tout ce que vous avez fait, 2-3 choses que vous avez fait pour votre aidant, pour vous rendre compte, pour réaliser, encore une fois, tout ce temps-là, tout ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai passé 1 heure à téléphoner à la MDPH. Oui, c'est du temps que vous avez pris pour votre aidé. Le mettre par écrit pour vous rendre compte de tout ce que vous avez fait. C'est une idée. Alors, une autre idée, c'est d'établir un planning avec les possibilités de temps pour soi, pour vous. À quel moment vous pouvez mettre un temps pour vous en place? Est-ce que ça va être plutôt là, de vous vraiment d'acter ce temps dans votre agenda? Et vous pouvez aussi simplement mettre une alarme sur votre téléphone portable. Jeudi après-midi, 14h à 15h, c'est mon temps pour moi. J'ai 1 heure devant moi. Je mets l'alarme. C'est temps de répit. Point, c'est votre temps à vous. Comme ça, vous êtes obligé de le faire. Ça peut être une idée. Vous pouvez aussi, pareil, moi j'aime bien les post-it, faire un post-it en écrit sur votre bureau, dans votre cuisine, l'endroit stratégique qui vous parle, en écrivant lundi à 15h, c'est le temps pour moi, pour être sûr, voilà.
L'autre chose aussi, dans établir un planning avec les possibilités de temps pour soi, vous pouvez essayer aussi d'objectiver tout ce qui est les temps perdus, les temps inutiles, les temps qui pourraient être mieux utilisés. Parce qu'au-delà de la question du temps que vous passez avec votre aidé, qu'est-ce qui vous prend tout votre temps? Est-ce qu'il y a des choses comme vous, je sais pas, vous cherchez vos clés, votre sac à main, partout, il y a des problèmes d'organisation. Est-ce que de l'autre côté, vous voulez peut-être gérer tout vous-même alors qu'il faudrait déléguer un petit peu plus? Est-ce qu'il y a trop d'administratifs? Est-ce que vous passez trop de temps sur votre téléphone, les réseaux sociaux? J'en sais rien. Des temps comme ça qui ne sont pas vraiment des temps constructifs où vous pourriez vraiment vous dégager un temps pour faire quelque chose. Essayez aussi de réfléchir à ça, de prendre un petit moment pour faire ça. Après, vous avez la possibilité de faire des bilans. En fin de semaine, vous pouvez lister les points positifs, ce qui a fonctionné dans l'organisation avec votre aidé, souligner le temps qui a été libéré pour vous, lister des priorités, identifier à quel moment de la journée, de la semaine aussi l'épuisement, la fatigue est le moins gérable. Parce que ce moment-là où vous voyez vous avez vraiment la tête sous l'eau, eh ben, il faut absolument mettre un temps de répit en place avant d'avoir la tête complètement sous l'eau. Identifier, ben, tiens, c'est plutôt au milieu de la journée que je suis très fatiguée, c'est au milieu de la semaine que je sens qu'il y a plus d'usure. Essayez de voir aussi à quel moment ce temps de répit peut vous aider le mieux. Après, vous pouvez lister des objectifs. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Comme je vous disais, les personnes qui sont en burn-out, et ben, il y a un burn-out aussi quand on est parent d'enfants handicapés et pris dans les soins, ne savent plus quoi faire une fois qu'il y a du temps pour eux. Donc, vous pouvez très bien mettre des objectifs. Alors, des petites choses au début, pas forcément des grandes choses. Un objectif pour ce moment-là. Après, vous pouvez faire 2 objectifs, puis 3. Ou vous pouvez très bien faire des petits objectifs, des plus grands objectifs. Donc aujourd'hui, j'aimerais quoi? J'aimerais me faire les ongles, j'aimerais faire une sieste, lire 10 minutes, faire 10 minutes de méditation, réaliser une recette de cuisine, faire une activité créative, faire des coloriages, me promener, faire un cours de sport en ligne, prendre un bain moussant, réorganiser mon placard. Mais à la fois, mettez des objectifs très terre à terre et peut-être rajouter des objectifs les plus fous, juste pour avoir le droit de rêver aussi. Et voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi dans cette liste d'envies, c'est définir ce que vous pourriez faire peut-être en 5 minutes de temps, en 15 minutes de temps, en 30 minutes, en 1 heure, en une demi-journée, en une journée. Comme ça, au moment où vous avez la possibilité de répit aussi, vous avez moins le phénomène de mais qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai 5 minutes, j'ai une demi-heure, je vais faire quoi? Je peux enfin avoir une demi-heure pour moi, qu'est-ce que je fais? Ah ben non, dans mon cahier, j'ai noté un petit peu des idées de ce que je pouvais faire en une demi-heure. Comme ça évite aux pensées de partir dans tous les sens et de vous recentrer sur c'est un temps pour moi. Après, dans votre cahier, vous pouvez aussi noter les réussites, ce que vous faites. Par exemple, vous pouvez noter tous les jours 3 choses que vous faites pour vous. Avec mes patients, je fonctionne beaucoup avec ça aussi. Je leur dis 3 choses agréables dans la journée, de souligner ce qui est positif, souligner ce qu'on a fait pour soi. Notez une chose qui vous avait fait du plaisir aujourd'hui. Ou alors noter une chose dans la semaine, commencez toujours par petit, puis agrandir les objectifs. La semaine suivante, notez 2 choses. La semaine d'après, 3 choses agréables. Alors, j'en étais à écrire des choses. Donc, notez une chose que vous avez fait pour vous qui vous rend joyeuse. Notez une chose peut-être que vous avez envie de refaire. Notez une chose qui vous a apporté du bien-être physique, mental. Vous pouvez aussi noter 3 manières que vous avez de bien vous occuper de vous. Notez, ça c'est plus difficile, les signes qui montrent que vous vous occupez bien de vous. Alors, c'est vraiment juste une liste de suggestions. Il faut vraiment piocher, picorer ce qui peut vous parler et laisser ce qui ne vous parle pas. Voilà un petit peu pour ce côté-là. Ah, il y a encore la question à quel moment trouver du temps pour soi. Donc, dans une organisation qui est vraiment rythmée par une routine quotidienne,
Au début, ça peut être simplement de viser des périodes de 5 à 15 minutes, comme je vous l'ai dit. Donc, est-ce que ça peut pas être aux toilettes, lire aux toilettes, 5 minutes de méditation aux toilettes, déjà, s'isoler. Est-ce que ça peut pas être aller en avance, chercher votre enfant à son rendez-vous médical ou voilà, et rester dans la voiture pour lire, faire de la relaxation, de la méditation. L'idée de marcher pour aller à la boulangerie, faire des courses, au lieu de prendre la voiture. Se lever plus tôt, si vous y arrivez. Faut voir où en est votre épuisement. Mais trouver des petites choses que vous pouvez mettre en place comme ça, dans des moments qui sont propices, avec des trucs et astuces comme ça, comme aller 10 minutes en avance pour chercher votre enfant. Voilà. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de techniques de relaxation et de méditation de pleine conscience. Alors, si j'ai envie de vous parler de tout ça, c'est par rapport à tout le stress d'être aidant, toute la difficulté à prendre du temps pour soi et à savoir quoi faire durant ce temps pour soi. Finalement, quand on ne sait pas quoi faire, est-ce que l'une des solutions ne serait-ce pas d'avoir des activités de relaxation, de détente, de méditation et de mettre en place ce genre d'outils pour commencer? Alors, avant de vous expliquer ce que c'est la méditation, je vais vous parler à la fois de méditation et de relaxation. Et en fait, il n'y a pas un outil qui est mieux que l'autre. C'est vraiment quelque chose qui vous est propre, qui est personnel. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs outils. À vous de les essayer. J'ai envie de dire, essayez-les pendant plusieurs semaines et après, vous verrez vite ce que vous allez préférer. Alors, méditation et relaxation, ce n'est pas du tout la même chose. Dans la relaxation, il y a un but. On veut vraiment la détente, le bien-être. On cherche quelque chose. Alors que dans la méditation, on ne cherche rien. La méditation, c'est juste être ici, sortir du brouhaha constant des pensées, faire le silence là-dedans, revenir à soi. Donc, ce n'est pas la même démarche. S'il y a détente, s'il y a calme, sérénité, tant mieux. Mais ce n'est pas un but, je dois faire de la méditation, je vais me sentir mieux, tout va aller bien, allez. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche en méditation, contrairement à la relaxation qui a un effet direct. La méditation, c'est vraiment revenir, comme dit, sur l'instant présent, observer les sensations ou pensées, tandis qu'elles apparaissent ou disparaissent. Donc là, je vous ai mis un petit peu les effets positifs parce qu'il y a des programmes de méditation de pleine conscience en 8 séances. Ça s'appelle le MBSR, programmes qui ont été modélisés notamment par John Kabat-Zinn. Et il y a un effet prouvé au niveau des épisodes de dépression, de tristesse. C'est sûr que les gens vont mieux quand ils font régulièrement de la méditation. Ça diminue les pensées négatives, les ruminations mentales, le stress, l'angoisse et développe l'attention et la concentration. Ça, c'est sûr que c'est prouvé. Alors, donc, méditer, c'est sortir du bavardage incessant de l'esprit en apprenant à être plus présent à soi-même. Alors, en fait, nous, les êtres humains, alors on est programmés pour blablater. Toute la journée, vous ruminez sur qu'est-ce que je dois faire, je dois encore faire ci, ah oui, il me reste ça à faire. Et au final, on passe notre temps à faire des choses en pilotage automatique sans les faire en pleine conscience. Vous allez par exemple vous doucher, mais au lieu d'être sous la douche en train de profiter de la sensation de l'eau chaude sur vous, tout ça, vous allez être en train de faire tout votre programme du lendemain. Je dois ramener mon enfant au centre et puis ensuite, il faut que je sois à cette heure-ci ici. Il faut que je le recherche à telle heure parce que si je suis en retard, ça n'ira pas, etc. Et finalement, votre temps pour vous de douche, il est écoulé, mais vous n'étiez pas dans la douche. Vous étiez avec votre enfant en train de planifier la journée du lendemain. Et pour ça, la méditation, ça peut être un apport parce que si vous choisissez que votre temps pour vous, c'est vous prendre un bain chaud ou une douche, ça peut être ces 5 minutes de douche qui sont en pleine conscience, qui sont juste pour vous avec vos sensations ici et maintenant. Alors, je vais aussi vous dire quelques mots par rapport à l'angoisse et le stress. Notre cerveau humain, il est tellement doué qu'on peut avoir jusqu'à 50 nouvelles idées par minute.
Et si vous devez enfin, être dans un moment de détente et finalement vous êtes parti sur du bavardage, eh ben, vous arriverez à vous convaincre de quelque chose. Et puis, c'est la théorie de l'entonnoir. Plus vous pensez, plus vous développez des pensées. Et plus elles vont rentrer dans un entonnoir et vous allez vous convaincre que vous avez raison parce que vous avez 50 nouvelles idées par minute. Et donc, vous n'allez pas être présent dans le moment même et vous vous êtes fait tout un film qui ne sert à rien parce que si ça se trouve, les choses vont jamais se réaliser. Et en fait, quand on demande aux gens, et d'ailleurs, je vais vous poser la question, si maintenant vous êtes juste ici et maintenant, que vous n'êtes pas dans ce qui s'est passé avant ce moment, vous n'êtes pas dans vos ennuis, vos soucis, ce qui va se passer après cette conférence, si vous vous recentrez juste quelques instants ici, là, assis confortablement chez vous ou à votre travail, eh ben, qu'est-ce que vous ressentez si vous êtes vraiment présent ici? Est-ce que vous êtes bien si vous êtes vraiment au niveau de vos pensées présent ici? Un petit peu? Vous pouvez me répondre, hein, je sais. Ah, les micros sont coupés. En général, les gens, en tout cas, répondent qu'ils sont bien quand ils sont ici et maintenant. C'est uniquement quand on est dans ce bavardage qu'on n'est pas bien. Donc oui, je me sens bien, moi. Quand vous êtes vraiment pleinement présent à vous-même. Voilà, bien sûr. Ouais. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? Même chose pour moi, je me sens bien aussi, là. Est-ce que je poursuis? Allez. Ok. Si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, ou à le dire, hein, ou si vous ne comprenez pas. Hein. Oui, je voulais aussi vous dire pourquoi on n'arrête pas de bavarder et qu'on radote sur des choses négatives. L'être humain, il va jamais radoter sur la vie est belle, je me sens tellement bien, oh là là. Non, on radote toujours, mais demain il va se passer ça, etc. Hier, j'ai pas assuré, mais c'est terrible, et puis bla 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 bla. En fait, c'est un réflexe de quand on était des hommes des cavernes, chasseurs-cueilleurs. Et en fait, le cerveau était programmé pour être dans le stress, vu qu'il fallait survivre et se reproduire. Et on a gardé ça, ce fait de ruminer sur des choses négatives par rapport à la survie. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on rumine sur des choses positives, ce serait tellement mieux, mais non, ce n'est pas possible. Alors, je vais vous proposer quelques exercices de méditation que vous pouvez faire. Je vous ai préparé une fiche sur la méditation de pleine conscience que vous allez pouvoir avoir à l'issue de la conférence qui explique ce que c'est, les effets positifs et quelques clés. On peut méditer en position assise, mais dans d'autres postures aussi, parce qu'on a à la fois le fait de faire la démarche en disant maintenant je vais m'asseoir et je vais faire une méditation, et donc dans ce cas-là, on s'assoit souvent en tailleur ou autrement. Et on se prend ce moment où il y a l'exercice de mindfulness, de pleine conscience, vraiment, où on sort de ses pensées. Donc, on est debout. C'est faire la cuisine en pleine conscience, sans être en train de se dire blablabla. Bla, bla, bla. Non, je suis en contact avec mes carottes, avec mes aliments, dans les odeurs, pleinement présente ici et maintenant. Je suis dans ma douche. Je ne suis pas au travail ou en train de penser pour moi à mes patients. Je suis pleinement dans ma douche. Ça, c'est des techniques de méditation. D'ailleurs, c'est le dernier point qui peut être un moment quotidien en pleine conscience où on n'est pas assis, mais c'est juste de sortir de ses pensées. Je pensais aussi comme exemple, quand vous êtes en voiture et que vos pensées dérivent, et bien d'un coup, vous vous retrouvez à un autre carrefour et vous ne vous rendez pas compte de comment vous êtes arrivé là. C'est parce que vous étiez perdu dans vos pensées. Donc, de revenir à ici et maintenant. Et un exemple aussi qui me vient en voiture, quand vous êtes dans des embouteillages, et ben en général, l'être humain, il s'énerve et ça se traduit par des sensations corporelles, ça peut être de la chaleur, augmentation du battement cardiaque, crispation. Et donc, dans la démarche de méditation, on ne va pas lutter contre les choses. On dit qu'on va accompagner l'émotion, mais pas se laisser emporter par l'émotion. Et accompagner l'émotion quand on est par exemple dans un embouteillage crispé,
c'est au lieu de se dire « Oh là là, je vais arriver en retard au travail, ça ne va jamais le faire » ou « Je vais arriver en retard pour chercher mon fils ou ma fille à son rendez-vous au centre ». Et plus on génère des pensées, et plus notre corps réagit et va être complètement tendu, crispé. Et donc là, dans ce cas-là, il faut revenir à soi. Ah oui, je sens que mes épaules sont toutes tendues. Oui, je le sens. Ok, je sens que mes mains sont crispées sur le volant. Eh bien, je lâche. En fait, il faut ouvrir la porte aux émotions au lieu de fermer la porte à l'émotion. Regardez ce qui se passe dans le corps. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre corps, ça apporte de la détente et surtout, on arrête de blablater. On n'est plus en train de se dire « Oh là là, je vais arriver au retard au rendez-vous, mais c'est terrible, c'est affreux ». On est juste revenu ici et maintenant dans nos sensations corporelles. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous avez peut-être déjà entendu parler de méditation. C'est peut-être pas quelque chose d'inconnu pour vous. Et donc, voici les exercices. Donc, il y a le scanner corporel, là, à faire couché ou assis. Alors, si on le fait coucher, il y a des risques d'endormissement. C'est vraiment de regarder tout ce qui se passe dans l'ensemble de son corps. Chercher la présence de sensations, l'absence de sensations. Est-ce que je sens mes doigts de pied? Est-ce que je sens la plante de mes pieds? Et je remonte. Est-ce que je sens mes jambes? Je sens mes cuisses? Et puis après, on peut envoyer son souffle, par exemple, dans la jambe gauche, envoyer son souffle dans la jambe droite. En fait, que ce soit le corps ou le souffle, c'est un objet d'attention. Parce que c'est tellement difficile de se concentrer sur quelque part faire le vide, être ici et maintenant. Il y a toujours des pensées qui arrivent, qu'il nous faut un objet d'attention. Et cet objet d'attention, ça va être le souffle. Et en méditation, on ne cherche pas à maîtriser le souffle. On va juste regarder comment je respire. Si vous êtes essoufflé et que vous commencez à faire la méditation, vous allez regarder « Ah oui, mon souffle est rapide. Ah oui », vous allez analyser. Vous pouvez chercher le moment où l'inspiration se transforme en expiration, faire ce genre d'exercice, juste être l'observateur de votre corps. Et quand il y a ces pensées qui viennent en méditation, on essaye de sortir de la pensée. Il ne faut pas culpabiliser, se dire « Ah mince, je suis de nouveau partie dans du radotage, du blabla ». Non, il faut observer. « Oh bah tiens, je suis rentrée dans cette pensée. Ben, je vais la laisser passer comme un nuage. Je vais sortir de ma pensée, revenir ici et maintenant. » Donc ça, c'est le scanner corporel, vous pouvez faire. On peut marcher en pleine conscience. On peut aller, que ce soit en forêt ou dehors, en essayant de recentrer toutes ces pensées ici et maintenant. Alors, cette année, j'ai eu un changement d'emploi du temps et j'ai la chance de pouvoir accompagner l'un de mes enfants à pied à l'école le matin. Et au retour, je me fais ce moment, ces 5-10 minutes, en essayant d'être pleinement ici et maintenant. Alors, c'est sentir le poids de son corps sur une jambe, sur l'autre, regarder tout le paysage, mais en n'étant pas dans la pensée « Ah ben tiens, cette maison est comme ça, blablabla ». Non, je reviens juste, je regarde sans juger. Je suis attentive au bruit que je fais, le bruit de mes pas, le bruit de mes vêtements. Je reviens ici et maintenant. Et ça fait du bien. Voilà. Alors, l'autre exercice, c'est un petit exercice du gris-gris, qui vous pouvez trouver un objet, quelque chose que vous mettez dans votre poche ou à portée de main. Et à chaque fois que vous touchez cet objet, vous revenez ici et maintenant. Vous sortez de vos pensées, quelque chose pour vous aider à sortir. Et le moment en pleine conscience, c'est choisir un moment quotidien que vous allez faire en pleine conscience. Prendre sa douche, se brosser les dents, je sais pas, faire la vaisselle en pleine conscience. Quelque chose que vous ritualisez en étant pleinement présent à vous-même. Donc, tous ces exercices et tous ces conseils, vous les retrouverez sur la fiche que je vais vous donner. Et maintenant, je vais vous proposer d'autres outils de relaxation. Donc là, on est vraiment maintenant dans la relaxation et plus la méditation. Enfin, quasiment, sauf le panneau stop. Le panneau stop, il est très, très utile pour sortir de ces pensées de rumination aussi. Et effectivement, là, on visualise quelque chose. Vous pouvez vous faire toutes les lettres. Si vous continuez
Ah, c'est votre moment pour vous. Vous faites une marche dehors et boum, vous basculez dans ah oui, demain, il faut que j'amène mon enfant au centre, il faut que je le récupère et puis j'ai tel rendez-vous. Stop, visualisez rouge et blanc. Vous vous faites toutes les lettres S, T, O, P. Visuellement, vous allez dedans. Et ça marche, j'ai envie de dire qu'on soit parent d'enfants en situation de handicap, mais également quand on travaille, quand on veut sortir de ces idées de rumination pour revenir vraiment pleinement au ici et maintenant. Alors, là, je vais vous présenter un autre outil que j'aime beaucoup. C'est la cohérence cardiaque. Vous en avez peut-être entendu parler également, hein. Ce sont des techniques de respiration et de gestion du stress. Je suis en train d'ouvrir une application en même temps pour vous montrer. Et ça marche très très bien. Alors normalement, elle devrait être utilisée 3 fois par jour et 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Je vais vous montrer l'application Respirelax que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Je vous la montrerai après. En tout cas, je vous ai préparé aussi une fiche avec ces outils de relaxation et de méditation. Et il y a cette application qui s'appelle Respirelax, que vous connaissez peut-être, qui peut aider. C'est une bulle qui monte et qui descend, et donc il faut calquer sa respiration avec la bulle et monter et descendre en même temps. Donc là, il y a le support visuel. Et pour certaines personnes qui ont du mal avec la méditation, parce que quelque part, il n'y a rien de visuel, il faut juste regarder les sensations et l'absence de sensations, ça peut être une autre idée que de focaliser sur cette image. Alors, je vous ai mis sur la fiche donc l'application Respirelax. Il y a aussi le site internet de florenceservanschreiber.com qui est thérapeute en psychologie positive. Et dessus, il y a d'autres exercices avec aussi une oscillation. Et puis, il faut suivre, pareil, la petite bille qui oscille. Et il y a aussi une rosace qui s'agrandit et qui rapetisse, donc où il faut calquer la respiration. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la cohérence cardiaque, il existe aussi des capteurs de battement cardiaque pour vraiment calquer. Voilà. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais finir de vous présenter les outils et ensuite je vais sortir du PowerPoint pour peut-être les expérimenter ensemble parce que je voulais vous proposer de faire ensemble 10 respirations profondes. En fait, les 10 respirations profondes, il faut faire 10 cycles respiratoires de plus en plus profonds. Le premier, il est normal. Le deuxième, un peu plus lentement. Et puis, il faut remplir davantage les poumons, augmenter la cadence à chaque cycle respiratoire. Et ça peut être un exercice agréable parce qu'il ne demande pas non plus trop de temps à faire. Le lieu sûr, il faut que je le fasse avec vous, sinon ça n'ira pas tant que j'ai le PowerPoint devant. Alors, ah ben voilà, il fallait que je fasse ça en fait. Donc là, vous avez, je suis désolée, hein, la bille en photo. Donc là, et là, il faut respirer en même temps que la bille pour la cohérence cardiaque. Et vous avez aussi en haut l'oscillation. Ça, je ne vous ai pas présenté non plus. Ça peut être une autre idée pour revenir à ces sensations corporelles, d'avoir en tête toujours un petit tableau. La situation est telle maintenant, ou alors je suis dans un bouchon, les sensations, je suis crispée, les émotions, le stress, les pensées, je vais arriver en retard. Et on revient toujours sur la sensation. Où je télétravaille, j'ai des raideurs dans le cou, je stresse, j'ai trop de choses à faire, on revient sur la sensation. Donc les 10 respirations profondes, je vous l'ai dit avant. Alors, le lieu sûr, c'est celui-là que je vais vous proposer tout à l'heure de faire ensemble. Donc, ici, je le pratique énormément, ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a un mouvement de bercement que je vais vous montrer après qui l'accompagne. C'est avoir un lieu imaginaire ou réel où l'on se sent inconditionnellement bien et pouvoir y aller en imagination, les yeux ouverts.
Et ce mouvement-là, en fait, quand on ancre le lieu sûr avec le mouvement, c'est mieux. On l'enregistre au niveau du cerveau. Et plus vous le faites, dans l'idéal 3 fois 1 minute par jour, et plus le moment où ça n'ira pas, eh ben, vous pourrez le sortir plus facilement. Et il y a un réel apaisement. Alors, vous pouvez déjà réfléchir à une idée de lieu sûr, vu qu'on va le faire après. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est leur lit, leur chambre, leur lieu sûr. Il y en a d'autres qui disent que c'est des vacances, des moments passés en famille. À vous de trouver un petit quelque chose. On peut avoir un lieu sûr d'intérieur, un lieu sûr d'extérieur. Je vous ai mis aussi, que ce soit là maintenant ou sur la fiche, des outils bibliographiques aussi pour vous aider. Il y a Petit Bambou qui est une application de méditation. Les premières méditations sont gratuites pour essayer. Des livres que vous retrouverez donc sur la fiche. Ah oui, les cahiers. Des cahiers. Là, j'ai vu, alors j'ai pas pu avoir en main ce cahier, mais j'ai vu qu'il y a soutenir un proche et prendre soin de soi. Donc peut-être c'est quelque chose qui peut être aidant aussi. Des petits guides de méditation, ça peut aider. Et j'ai mis en photo le Morphée qui est à droite, que vous connaissez peut-être. Alors je fais de la pub pour Nature et Découverte. C'est eux qui le commercialisent. En fait, c'est un outil où vous trouvez les méditations guidées qui a été élaboré en collaboration avec Christophe André, qui est psychiatre, qui a beaucoup œuvré pour la méditation de pleine conscience. Et vous pouvez choisir voix d'homme, voix de femme, méditation 10 minutes, de 20 minutes, bruit de la nature. Donc, ça peut être aussi un outil intéressant pour débuter la méditation. Voilà. Excusez-moi, l'outil là, ça s'appelle le Morphée? Le Morphée, oui. D'accord, merci. Si vous cherchez sur Google Morphée, vous le trouvez très rapidement. Ok. Et de toute manière, sur la fiche que je vais vous remettre, il sera dessus. D'accord, merci. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que la conclusion de cette conférence, c'est qu'il faut oser prendre soin de soi. Quitte à déplaire, c'est vraiment une nécessité. Et en fait, je vais sortir du PowerPoint pour faire des exercices avec vous, vous proposer. Alors, génial. Super. Alors, déjà, je voulais, là, ça y est, on voit. Donc, je voulais, pour illustrer, il existe plein de petits cahiers comme ça. Alors, peut-être que pendant que ça charge, je voulais ajouter que je vous ai mis des références bibliographiques par rapport à la méditation, par rapport à la cohérence cardiaque. Mais pour ceux qui voient, ce genre de petits guides peut être bien aussi pour les personnes qui n'ont pas envie de se lancer dans tout un livre voilà, de méditation ou voilà, pour aller plus vite. Alors, vous m'entendez? Il y a les CD aussi. Il y a des CD de méditation, Christophe André en a fait, et d'autres aussi, ça peut être aidant aussi. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient parmi la panoplie qui existe, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. Alors, la seule chose, c'est dans tous ces petits cahiers, il y a des fois beaucoup d'injonctions, faites ci, faites ça, tout marchera. Donc, il faut vraiment prendre de la distance et prendre peut-être quelques petites choses qui vous parlent et ne pas vouloir tout faire, vraiment se dire, ah bah tiens, ça me parle, ça, je vais le mettre en place. Ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est qu'il faut 30 jours à notre cerveau pour mettre une nouvelle habitude en place. Donc, que ce soit du répit ou de la méditation, de la relaxation, c'est dur de tenir 30 jours voilà, pour tout mettre en place. Alors, si vous me voyez, je vais vous montrer, je ne sais pas si ça rend ou pas. Est-ce que ça rend ou pas Respire Relax ou pas? Là, on voit la bille un petit peu. Oui, oui. Donc ça, c'est l'application de cohérence cardiaque que vous connaissez peut-être. D'accord. Il faut respirer en même temps que la bulle. Donc ça, je pensais que effectivement, si vous êtes en voiture, que vous avez besoin de 5 minutes pour vous avant de chercher vos enfants, voilà, ça peut être une idée. Moi, je sais aussi qu'entre 2 patients,
je fais parfois des exercices de méditation ou de relaxation parce que comme j'absorbe tout ce que les gens me disent, entre deux, je me fais au moins 2-3 minutes comme ça et puis hop, je peux ouvrir la porte à la personne suivante parce que j'ai pris ce temps pour sortir des pensées, revenir à moi, à mon corps. Et ça fait vraiment du bien, j'ai envie de dire, quelle que soit sa situation personnelle. Alors, je reviens au lieu sûr, si vous êtes prêts. Je vais vous faire participer. Alors, donc le lieu sûr, c'est ce lieu imaginaire ou réel dans lequel on est vraiment très bien. Et pour le faire, il y a un mouvement qu'on accompagne. Donc, il faut mettre les mains devant soi, comme ça. Ensuite, paume vers vous. Vous croisez les mains et vous crochetez les doigts, les pouces. Et vous posez vos mains, le bout des doigts sur la clavicule. Et en même temps que vous allez dans le lieu sûr, vous allez faire des petits battements très très lents avec vos doigts, vos mains sur les clavicules. Un petit battement de bercement. Alors, on peut aller dans le lieu sûr avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans ce lieu. Je vais me taire un petit peu pour que vous puissiez sentir ce que ça fait dans votre corps, le bien que ça fait. Voilà, on se prend quelques instants pour. Voilà, je vous laisse revenir doucement. J'espère que ça vous a fait du bien, ces quelques petits instants dans votre lieu sûr. Alors, j'ai eu quelqu'un avec qui je l'ai fait là récemment, pour qui ça ne parlait pas du tout, que ça ne convenait pas du tout, comme quoi que c'est très personnel. Pour ma part, ça m'apporte vraiment du bien-être et de la détente de le faire. Et en fait, vous pouvez soit le pratiquer comme ça, ou alors vous pouvez mettre la main sur le haut des épaules et tapoter doucement. Si vous êtes en public, vous pouvez aussi tapoter doucement sur les coudes, voilà, de chaque côté, les bras croisés devant vous. Vous pouvez aussi, si vous avez plutôt le faire sur les cuisses, tapoter vos mains sur les cuisses. Et puis pour ceux qui aiment bouger les pieds, le bercement, on peut le faire aussi avec les pieds sur le sol. C'est au choix. Bon, moi, mon préféré, c'est celui-ci. Voilà. Et cet exercice-là, si vous le faites 3 fois 1 minute par jour, et ben vous l'ancrez vraiment dans le cerveau. Et plus vous le faites, plus ça apporte de la détente, du bien-être. Et le jour où vous irez pas bien, et ben si vous le sortez, ce sera plus efficace que si vous le faites juste de but en blanc. Là aujourd'hui, je vais pas bien ou voilà, je l'utilise. Donc il y a celui-là. Et puis il y a l'autre, je voulais vous proposer de faire ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord de faire 10 respirations profondes ensemble, là, maintenant, ou vous en avez envie? Oui. Alors, donc, je vais vous proposer 10 respirations profondes et je vais bien sûr me taire pendant ce temps-là. Vous n'oubliez pas, la première respiration, vous la laissez aller comme elle est, et la deuxième un peu plus profonde, et ainsi de suite. En essayant vraiment de laisser passer vos pensées comme des nuages et vous centrer sur la respiration. Vous êtes prêts? Oui.
J'espère que ça vous a fait du bien, ces quelques moments de relaxation. Oui. Oui, oui. Et alors, je ne sais pas, Ça fait Pardon? bailler. Ça fait bailler. Ouais. Mhm. est-ce qu'il y a des outils qui vous parlent un peu dans ce que j'ai présenté? Est-ce que vous avez des questions sur les outils, Mais moi, j'ai déjà téléchargé le Respire Relax là sur mon téléphone pour l'essayer. Voilà. Ben, ça, c'est de l'efficacité. Voilà, j'espère que ça va être utile. On va voir. Je vais tester. C'est ça qui est à retenir. J'ai envie de vous dire, tout ça, c'est à tester. Oui. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous le laissez de côté. Et puis peut-être que dans 6 mois, dans un an, vous allez vous dire, ah ben mince, finalement, je vais revenir à la cohérence cardiaque ou revenir à cet outil-là. On change tellement dans une vie, donc voilà. Est-ce que vous avez besoin encore de savoir d'autres choses, d'autres questions ou... Je suis en train de regarder parce que du coup, je me suis tellement détachée de mes notes que je ne sais pas si à la fin, je vous ai tout dit. À part que c'est important d'apprendre à prendre du répit et que c'est un travail sur soi-même pour y arriver et s'avouer simplement d'en avoir besoin, que c'est... Voilà ce que j'ai envie de vous dire, on va dire, pour conclure. Oui, je trouve que c'est important aussi de se dire que voilà, on peut avoir 5 minutes, on peut avoir 10 minutes, on n'est pas, c'est pas une obligation d'avoir une demi-journée, une heure pour vraiment apprécier le répit, quoi. Ça peut se passer en 5 minutes, on peut recharger les batteries parce que ben voilà, il faut qu'on continue notre tâche. Et donc du coup, même 5 minutes peuvent suffire. Et puis après, on refait 5 minutes. Bon, si on a une demi-heure, on fera une demi-heure, mais c'est relativement rare, on va dire. Et petit à petit, on va aller de 5, de 10, de 20, de 30 et on va arriver peut-être à vraiment déconnecter un peu, comme tu dis, notre cerveau là, qui est tout le temps en remue-ménage et préoccupé. Et c'est comme ça qu'on se repose parce que même si on passe des nuits sans sommeil, hein, donc du coup, ces petits moments où on débranche, sont essentiels pour pouvoir tenir le coup et pas devenir totalement zinzin, si l'on peut dire, et puis épuisé et puis au bord du burn-out. Et a priori, la méditation serait plus efficace qu'une sieste. Oui. Alors effectivement, moi j'applique la méditation de pleine conscience et on peut s'en servir un petit peu à tout moment, hein, même au moment d'un repas, prendre conscience de ce qu'on est en train de manger au lieu de penser à autre chose, en voiture, un petit peu n'importe où, être bien centré sur le moment présent. Et enfin, je trouve que c'est un bon outil, la méditation. Alors, je trouve que c'est important aussi de l'utiliser avec beaucoup d'indulgence envers soi-même, parce qu'il y a des jours où vous allez peut-être pas y arriver du tout, parce que vous allez être vraiment trop préoccupé, qu'il se sera passé trop de choses, et de vous dire, c'est pas grave, hier ou la semaine dernière, j'ai pas réussi à être vraiment pleinement ici et maintenant présent à moi-même, c'est pas grave, cette semaine, je ferai mieux. Essayez de trouver cette indulgence. Et pareil, par rapport au temps consacré au répit, de vous dire, la semaine dernière, j'ai pas réussi, mais cette semaine, je ferai mieux, avoir cette indulgence. Et ce que j'ai oublié aussi de vous parler, c'est l'histoire du curseur et de l'évolution de la situation de santé de vos enfants. Et bien peut-être qu'il y a certaines périodes où vous allez pouvoir avoir plus de temps de répit et d'autres périodes où la santé de vos enfants fait qu'il y aura moins de temps, moins de possibilités. Et ça, il faut aussi en avoir conscience. Et je pense là aussi à l'aidante que j'accompagne en ce moment, qui est vraiment en train de faire ce travail-là du curseur qui est toujours à régler. Là, je peux passer du temps pour moi, c'est bon, il y a possibilité. Là, la situation de mes aidés se dégrade, et il faut que je réduise. Mais voilà, cette bascule-là, elle est à prendre en compte. Et je pense aussi aux parents d'enfants autistes pour qui c'est encore d'autres problématiques que le handicap physique ou mental, où il y a peut-être plus une routine, alors que les crises d'un enfant autiste, c'est aussi plus compliqué à
à gérer parce que c'est imprévisible et que vous avez beau fixer votre répit, si ça dérape à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir avoir votre temps pour vous. Donc, chaque situation, comme dit, est différente. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou non. J'espère que toutes les indications et puis tous les outils que vous a donnés Aurélie vont pouvoir vous servir, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très simple d'accompagner ses proches. Donc même si ça peut être que de temps en temps, comme elle le dit très bien, mais c'est clair qu'il faut quelque part, il faut tenir sur la durée, on n'a pas le choix. Donc autant le faire du mieux possible. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent demain, après-demain, enfin à un moment donné, de revenir vers moi, de m'envoyer un mail. Je serai en lien avec Aurélie, donc je pourrai lui transmettre vos questions. Donc elle y répondra avec plaisir en décalé. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, merci beaucoup Aurélie. Hein. Et puis j'espère que ça a été pour tout le monde. Donc les prochaines conférences, donc au mois de février, ça sera sur comment parler de la sexualité à son enfant en situation de handicap. Puis celle du mois de mars, ça sera sur la fratrie. Au mois d'avril, je ne connais pas encore le sujet exact, mais ça sera un sociologue qui parlera de la famille. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas encore, on va travailler sur la thématique. Donc, j'ai besoin de vous aussi pour le questionnement. C'est important pour les intervenants de savoir quelles sont vos préoccupations. Donc, envoyez-moi également vos questions par rapport à vos interrogations sur ces différentes thématiques-là. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, me proposer des sujets, parce que je cherche des thématiques qui pourraient vous intéresser et vous parler. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé.